J'y suis arrivé un peu, ouais, presque par hasard, j'ai envie de dire, puisque j'ai été champion de France de trail en 2013. Et de là, je savais que je serais qualifié d'office pour les championnats du monde de trail en 2015 et que la course était donc cette fameuse Maxi Race. Donc en 2014, j'ai décidé de m'y inscrire. J'ai déjà pour découvrir un peu le format, parce que j'étais encore un peu novice dans le trail, découvrir la course, repérer le parcours, etc. Et c'est un peu comme ça que je suis arrivé à Annecy en 2014, quoi. Comme à chaque course en 2013-2014, hein, pour moi, j'étais le petit Alsacien d'un petit village perdu en Alsace qui s'entraînait comme ça. Et d'un coup, je me retrouve à gagner des courses comme le Ventoux, la 6000D, et puis bah là, la Maxi Race. Donc, ça me faisait bizarre en quelque sorte. Je sentais qu'il fallait que je tourne cette page de Maxi Race, que je pouvais pas rester sur cette édition 2015. Donc j'ai décidé de retourner en 2016, mais ouais, malheureusement, je pensais que j'avais tourné en quelque sorte la page, mais une fois arrivé à Annecy, je me suis rendu compte que pas du tout, donc ça s'est pas du tout passé comme je voulais, quoi, cette édition 2016. Ce jour-là, j'étais vraiment épuisé, quoi. Épuisé, sans envie. Enfin, c'était vraiment, ouais, ça servait à rien ce que je faisais en fait quand. C'était, ouais, le mot plaisir, il n'existait pas. Enfin voilà quoi. Autant je suis pas du tout dans l'optique de d'abandonner une course ou quoi que ce soit, mais là, ce jour-là, ça servait vraiment à rien, quoi. Il y avait aucun plaisir. J'avais rien à faire. En quelque sorte, j'avais même rien à faire là, quoi. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course épique, les 3 meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Pour notre épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Speller. Sébastien, membre du Team Trail Salomon, est un athlète accompli, au parcours et au palmarès sportif tout bonnement étourdissant. Sébastien a notamment fait parler de lui à l'automne dernier, à l'occasion du Münster Trail en Alsace, une course qu'il a survolée à tel point qu'il s'est autorisé un arrêt en pleine course dans un restaurant pour y commander et déguster l'une des spécialités locales. Lorsqu'il s'est arrêté pour faire cette pause, Sébastien disposait de 32 minutes d'avance sur son premier poursuivant. Il en a finalement compté 41 sur la ligne d'arrivée, en dépit de cette pause gastronomique. Je vous laisse apprécier par vous-même la performance. Figure incontournable du paysage trail français, Sébastien est un personnage touchant d'humilité, de simplicité et de gentillesse. Il va partager avec nous aujourd'hui ses différentes participations à la Maxi Race, un trail qui plante son décor aux abords du lac d'Annecy. Ces courses l'ont amené à connaître à la fois des grands moments d'euphorie, mais aussi des moments de doute et également de peine, avec le décès de sa grand-mère survenu sur les bords des sentiers de cette Maxi Race où elle était venue l'encourager. Vous l'entendrez, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec Sébastien, une personnalité très attachante qui a partagé avec moi, avec beaucoup de cœur, ses courses épiques à l'occasion de ces Maxi Race. Mais je ne vous en dis pas plus. Sébastien va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique, montagne russe au cœur des Alpes. Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Sébastien, je suis ravi de te recevoir dans ce 32e épisode de Course épique. Comment vas-tu ? Salut, je te remercie, ça va très bien, ouais, je suis content d'être là. Eh bien moi aussi, c'est un plaisir partagé. Avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ton parcours sportif, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Oui, bien sûr, alors je m'appelle Sébastien Speller, j'ai 33 ans depuis quelques jours puisque je suis né le 14 avril 88. Bon anniversaire, Merci. quelques jours d'intervalle. Ouais, je suis donc alsacien, j'habite à Aubure, un petit village de montagne en Alsace. Et puis voilà, après je fais de la course à pied depuis l'âge de 6 ans, bref quoi. Justement, est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport lorsque tu étais enfant puis ado ? Quel était ton sport de prédilection quand tu as démarré dans tes plus jeunes années ? Est-ce que ça a été tout de suite la course à pied ?
Oui, ouais, j'ai tout de suite fait de la course à pied. J'ai fait d'autres sports, j'ai fait un peu de basket, la natation, des choses, enfin un peu scolaire, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai tout de suite été dans la course à pied parce qu'en fait, compte, j'avais un président de club d'athlétisme dans mon petit village alsacien et qui nous emmenait après l'école courir, tout ça, tout ça. Et c'est comme ça que je suis arrivé à la course à pied. Est-ce que c'était un choix de cœur ou est-ce que tu pratiquais ça parce que c'était une activité parmi d'autres ou est-ce que déjà tu sentais une affinité particulière avec la course à pied? Non, disons que dans notre village, c'était presque un peu une tradition de courir en fin de compte, hein. Il y avait une course de village. Puis comme dit, il y avait ce gars, Jean-Henri de Saint-Hilaire, qui était très influent dans la course à pied à l'époque. Enfin, et puis du coup, bah un peu une bonne partie de l'école courait, donc c'était un peu presque normal de courir, j'ai envie de dire, à cette époque-là. Est-ce que tu peux nous dire à quel âge tu as commencé à pratiquer tes premières compétitions? Est-ce que c'est venu assez tôt? Tout de suite, à l'âge de 6 ans, ma première course, c'était en 1994. D'accord, ouais. Ces tentatives de compétition étaient couronnées de succès? C'est vrai que bon, en plus, ouais, c'est vrai que ça m'a assez un peu motivé aussi dans le sport, c'est que j'ai eu la chance de gagner assez rapidement, ouais, presque tout de suite, quoi, ouais. Donc, quand t'es enfant, c'est vrai que gagner, ça t'aide à aimer ce que tu fais, ça c'est sûr. Tu as ensuite, un peu plus tardivement et en raison de ton activité de maître chien, évolué sur une discipline qui est peut-être un peu moins connue, qui s'appelle le canicross. Est-ce que tu peux nous en donner les grands principes et peut-être nous parler des formats de compétition? Ça se court sur quelle distance? C'est un format assez court, je crois. Est-ce que tu peux nous en parler et puis nous raconter ce qui t'a amené à ça? Puisque je pense que les chiens jouent une place assez importante dans ta vie. Ouais. Alors c'est vrai qu'en fait, j'ai grandi avec des chiens en quelque sorte, hein. J'ai toujours eu des chiens dans la famille. Et donc je suis devenu maître chien à l'armée de terre et là-bas en fait pour entraîner les chiens, on faisait ce qu'on appelle du canicross. Donc en fait, c'est simplement de la course à pied, les chiens sont équipés d'un harnais et puis on a une longe un peu élastique, tout ça. Et le principe, c'est en compétition en tout cas, c'est de se faire en quelque sorte tracter par son chien parce que le chien même si on court très vite, il court quand même plus vite que nous. Donc le but c'est que le chien nous crée une survitesse. Et donc les courses de canicross, c'est essentiellement sur des distances très courtes, hein, parce que ça dépasse très rarement les 10 kilomètres la course. Mais par contre, il y a effectivement un effet de survitesse puisque on court à des moyennes on peut courir à plus de 22 km/h parfois, quoi, alors qu'on est sur des terrains type cross. Quelles sont les qualités particulières qui sont requises pour cette discipline et qui seraient peut-être différentes du trail? Bah, différente du trail, c'est qu'il faut être rapide, je pense, parce que comme dit, c'est des courtes distances, hein. On est plutôt sur des formats de 5-6 kilomètres en général. Et après, bah, il faut avoir une bonne analyse du terrain, puisque comme dit, on est tracté par le chien, donc ça va très très vite. On est amené sur des terrains parfois un peu techniques, donc il faut savoir placer ses pieds, tout ça, évidemment ne pas tomber. Mais c'est un super exercice en fin de compte pour le trail, puisque on court vite en descente et ça nous apprend à nous positionner par la suite, même en trail, quoi, je veux dire. J'ai ma petite idée de la réponse, mais est-ce que tu peux nous parler peut-être de la complicité avec le chien? Est-ce qu'on pourrait imaginer que sur une course, tu découvres un chien ou que tu changes de chien, ou est-ce qu'il y a vraiment aussi un niveau de connaissance et de complicité qui fait que vous opérez bien et que c'est un vrai binôme et que les chiens sont pas remplaçables de façon aléatoire, que c'est vraiment un lien et c'est une course que vous réussissez à deux finalement? Bah, c'est ça en fait, oui, c'est un sport qui se fait à deux en fait compte et moi c'est ce que j'adorais dans le canicross, c'est que je voyais mon chien se donner à 1000% pour moi, quoi. Et il y a évidemment une complicité qui se crée et puis aussi un lien pendant les courses. Admettons mon chien, je savais exactement ce qu'il fallait lui dire, quand fallait lui dire par rapport à des directions, etc. Enfin voilà. Et c'est des moments un peu uniques qu'on vit malgré tout, parce que bon, c'est vrai que les gens qui connaissent pas les animaux, pour un chien, bah, c'est un chien et je peux le comprendre. Mais quand tu vis des choses comme ça, on est au-delà quand même du simple fait humain-animal, quoi. On vit vraiment un truc avec son chien. Est-ce que c'est une discipline qui te manque aujourd'hui dans sa dimension compétition en tout cas? Non, dans la dimension compétition, non, je pense que j'y ai fait le tour. J'ai été de mémoire 4 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe, et puis j'ai terminé sur le titre de champion du monde en 2011. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du canicross. Et puis après, je continue à en faire théoriquement chez moi à l'entraînement, mais je cours avec mon chien tout le temps. Mais voilà, c'est une autre chose maintenant. Je préfère passer à autre chose.
Tu as un palmarès étourdissant, c'est pour ne citer que quelques-unes de tes références. Tu viens de nous le dire, tu es multiple champion de France, d'Europe et du monde de canicross. Tu as été champion de France de trail long en 2013, vainqueur du Lavaredo Ultra Trail en 2013, multiple vainqueur de la 6000D ou encore des Templiers en 2017 et 2018. Bref, la liste est encore très longue et sacrément impressionnante. Hormis la Maxi Race que nous allons très largement évoquer dans cet épisode, est-ce que tu pourrais nous parler d'un ou deux moments vraiment charnières dans ta vie sportive jusqu'ici? Peut-être une course, une rencontre, un moment qui a fait basculer ta vie de sportif ou peut-être même ta vie en général dans une autre dimension? Ouais, bah, j'ai eu la chance c'est vrai j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de souvenirs en course à pied. Après, un moment, je parle souvent de ma première grosse course en trail qui est le Lavaredo, parce que ça a été presque une découverte. Je m'en souviens, je suis arrivé là-bas, je connaissais presque rien au trail encore. Et ouais, j'ai gagné c'est quand même un gros événement. Enfin voilà, c'était vraiment un super souvenir avec l'ambiance italienne. Mais après, je pense que le trail, ça doit changer des choses au cours de ta vie. C'est ta carrière dans l'ensemble qui te change, hein, parce que le trail t'apprend énormément de choses sur toi avec les courses, même avec les entraînements au quotidien. Donc là, tout de suite comme ça, j'ai pas une course vraiment à donner, mais Est-ce que tu sens qu'il y en a une qui a changé quand même le regard au sein du milieu du trail? Est-ce qu'il y a une course qui a quand même t'a fait quand même basculer et franchir un cap et qui t'a révélé plus largement? bah, je pense, ouais, les 2 victoires aux Templiers, ça c'est parce que les Templiers, ça reste les Templiers quand même. C'est vraiment une épreuve à part, ou même la North Face Challenge à San Francisco. Voilà, un Français qui va gagner aux États-Unis, c'est toujours quelque chose, quoi. Et est-ce qu'il y a des personnes de ton entourage, des gens dont tu as pu croiser la route, je sais pas, des team managers, des coachs, ou peut-être des personnes qui sont pas tout à fait directement connectées au monde du trail, qui ont aussi joué un rôle vraiment important dans ton développement et l'avancée de ta carrière? Bah oui, il y a évidemment cela, je pense tout de suite, c'est à mon entraîneur, quoi, hein, Julien Rancon. Il est dans le monde de la course à pied, même si on n'est pas tout à fait sur les mêmes formats, mais c'est sûr qu'il me suit maintenant. On est sur la 9e année qu'il me suit, donc maintenant, voilà, ça fait quelques années qu'on a passé le statut de entraîneur et puis entraîné, quoi. Là, on est vraiment devenus des amis, on a une confiance mutuelle, mais voilà. Et ça, c'est vraiment une relation qui s'est créée grâce à la course à pied. Et est-ce que tu as aujourd'hui un format de course de prédilection? Bah, aujourd'hui, là, maintenant, je suis un peu axé sur les formats de 80 kilomètres, ce qu'on dit en trail, format roulant, quoi. C'est entre 2000 et 3000 mètres de dénivelé. Ça, c'est vraiment des formats que j'apprécie à l'heure actuelle. Mais après, bon, je suis assez ouvert parce que dans mes préparations au cours de l'année, j'aime bien un peu varier les préparations, quoi. J'ai pas envie de me focaliser sur un seul type de préparation. Mais c'est sûr que cette année, si je devais en choisir une, c'est vraiment un 80 avec 2500, 3000 mètres de dénivelé, quoi. Hormis ces critères-là de distance et dénivelé, quels sont tes principaux critères pour choisir les courses auxquelles tu vas participer? Est-ce que tu aimes bien aller découvrir chaque année des nouvelles courses en imaginant qu'on n'ait pas de contraintes comme aujourd'hui, mais est-ce que c'est l'idée d'y aller avec le Team Salomon? Qu'est-ce qui guide aujourd'hui tes choix? Est-ce que c'est des montées en puissance avec un gros objectif final dans l'année et tu construis tout ton plan autour de cet objectif final? Comment est-ce que tu construis finalement et tu choisis tes courses? Oui, il y a un peu de tout en fait, hein. Pour moi, déjà, le trail, c'est aussi un peu un voyage. Donc, c'est clair que pour moi, si je peux choisir une course qui me permet de découvrir un nouvel endroit, voire même un nouveau pays, c'est encore mieux. Et après, bah, il y a évidemment le côté, quand on est dans le team Salomon, il faut évidemment quand même gagner des grosses courses. Donc, il y a aussi le côté un peu de l'événement, quoi. Et après, bah oui, ça peut se construire par rapport à des gros objectifs. J'en fais plusieurs dans l'année des courses, mais des gros objectifs, j'en fais 2 ou 3 maximum dans l'année. Donc c'est vrai que ma saison est construite par rapport à ça. Quel accomplissement tu trouves dans ta pratique du trail? En d'autres termes, pourquoi tu cours, Sébastien? Oh, bah, pour moi, c'est assez naturel de courir, hein. Comme dit, j'ai commencé à l'âge de 6 ans, j'ai couru toute ma vie. Je sais pas, c'est presque devenu normal. Mais après, quand je fais des pauses en hiver et que je reprends, en fait, courir, c'est un peu une liberté pour moi. Tu imagines un jour une vie sans trail? Est-ce que c'est quelque chose que tu acceptes, une idée que tu acceptes dans le futur en tout cas? Est-ce que tu te projettes Oui, dans ça? bah, il faut bien s'imaginer qu'un jour il y aura une fin, ça c'est sûr. Mais après, je pense que, voilà, je suis aussi conscient que le sport à mon niveau, c'est pas forcément du sport santé non plus. Donc voilà, je continuerai le sport, c'est sûr. Pourquoi pas d'autres sports, hein. En fait, j'aime bien le sport en général, hein. Donc pourquoi pas même faire du vélo ou des trucs, hein, voilà. Mais je continuerai à faire du sport, ça c'est sûr.
J'ai eu le plaisir de recevoir quelques épisodes plus tôt Jean-Michel Fort-Vincent pour un échange vraiment captivant. Est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui du team Salomon qui t'entoure et de ce que t'apporte l'équipe au quotidien peut-être et plus globalement dans la préparation de tes différents objectifs? Comment s'opère votre collaboration? Oui, avec le team Salomon, je suis depuis 2018 maintenant. Alors, ouais, j'étais assez surpris de ce team parce qu'en fait, ils sont très, très à l'écoute de leurs athlètes, quoi. Ça, c'est ce qui est intéressant avec Salomon, en fait, c'est on peut leur demander des choses, on peut leur demander des produits, on peut leur parler des chaussures, enfin voilà. Et puis je trouve qu'aussi c'est pas des teams, j'ai envie de dire des teams de bouchers, quoi. Hein. On nous demande pas de courir tous les week-ends, gagner des grosses courses, machin, quoi. Il y a beaucoup de respect sur votre propre ouais, gestion. c'est très dans le respect de la personne en fait compte, puisque Jean-Michel il te demande de faire 2 à 3 gros objectifs dans l'année, quoi. Et pas 4, quoi. Hein. Donc là-dessus, je trouve que c'est vraiment bien parce qu'on se sent respecté en tant qu'humain, quoi. Et on n'est pas juste un gars qui doit gagner des courses et puis le jour où ça va plus, t'es remplacé, quoi. On a pu voir là, récemment, vous êtes partis tous faire un stage tous ensemble. L'ambiance a l'air particulièrement détendue et agréable. En tout cas, il y a d'avoir une belle complicité aussi entre tous les athlètes du team. Bah, c'est ça, ouais, ils créent des événements. Là, cette année, bah, on est allé aux îles Canaries, effectivement. L'année dernière, on a fait la grande traversée Salomon. On était toute une semaine en van ensemble. Enfin, voilà. Et en plus, Salomon, ils ont quand même cette particularité, je trouve, de prendre des athlètes de tout format et bien différents. Donc, en fin de compte, on peut que bien s'entendre parce que chacun partage son expérience et puis on n'est pas tellement concurrents que ça puisqu'on on est sur des formats différents. Enfin, voilà. Ouais, c'est vraiment une bonne entente et c'est vraiment chouette, quoi. Et pour avoir interviewé un certain nombre des membres du team, je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'humilité chez chacun de vous. C'est aussi très agréable et je pense que ça contribue aussi, je pense, au fait que vous performiez bien, que vous fonctionnez bien ensemble. C'est aussi, je pense, votre humilité et votre grande sagesse et votre recul un peu sur votre position. Je trouve que c'est vraiment très agréable, en tout cas, de voir des athlètes. C'est aussi très inspirant pour, je pense, que vous incarnez comme valeur, en tout cas. Voilà, c'est ma petite perception et ma digression perso, mais voilà, je trouve que c'est important de te le dire, en tout cas. Le moment est venu de se regarder dans le miroir. Sébastien, est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu considères être tes points forts, mais éventuellement tes points d'amélioration, qu'ils soient d'ordre physique ou mental? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu vois encore du chemin à parcourir? Oh, ben moi, mes points forts, mes points faibles, je pense que tout le monde les connaît plus ou moins en tout cas, mes concurrents, quoi. Hein. Mes points forts, c'est sans aucun doute ma vitesse sur les formats, enfin, sur les parties roulantes ou en tout cas tenir un rythme fort longtemps, quoi. Et après, bah, mes faiblesses, c'est sans aucun doute les parcours très techniques et puis vraiment très montagneux, quoi. Après, je pense que ça, c'est difficile. Je pourrais l'améliorer parce que voilà, j'ai quand même un profil très léger, machin, donc je suis censé courir vite en montée. Mais après, j'habite en Alsace. Chez moi, il n'y a pas un dénivelé très fort. Il n'y a pas beaucoup de technicité non plus. Voilà, il faudra aller dans des endroits un peu plus alpins, mais pour l'instant, comme dit, ça pourrait être un plus évidemment, mais par rapport au format que je fais, c'est pas non plus essentiel, donc c'est pas un souci. Et puis t'es trop bien en Alsace, t'as pas envie de déménager pour aller t'installer dans les Alpes? Oh, non, là, absolument pas, non. Et d'un point de vue mental, est-ce qu'il y a des choses comment tu t'auto-apprécies? Est-ce que tu penses que tu as un mental à toute épreuve ou peut-être friable dans certaines circonstances? Ouais, c'est difficile à dire, hein. Il y a un peu de tout. Parfois, t'as l'impression qu'effectivement, tu es, entre guillemets, imbattable, même si c'est pas vraiment le mot, mais je trouve pas vraiment le mot que je veux dire. Et parfois, parfois t'es fatigué, t'es vulnérable, enfin, ou t'as pas de confiance en soi. Ça dépend les journées. Je pense que je suis un humain comme tout le monde, hein. Tout le monde a des hauts et des bas. Est-ce que tu peux nous parler de la place que tient la course à pied dans ton quotidien et de la façon dont tu fais coexister ta propre carrière, tes entraînements avec ton métier de coach sportif dont on n'a pas encore parlé? Comment est-ce que tu fais vivre tout ça? Comment ça s'organise? Bah ouais, justement, je suis coach sportif dans la vie aussi, donc c'est vrai que pour moi le travail, ça a beaucoup de place dans ma vie, hein, effectivement. Hein, je me réveille, je m'entraîne le matin, je fais mes coachings dans la journée, enfin voilà. Tu fais des podcasts à l'heure du déj. Voilà, ouais. Non, mais c'est vrai que voilà. Mais après, en vrai, moi, je fais ce que j'aime, donc c'est pas grave. Hein. C'est pas vraiment un travail. C'est même une grande chance. Voilà, c'est plutôt une chance en vrai. Hein, ça me dérange pas. Hein. Si on dit que dans 10 ans, je suis encore comme ça, moi, ça me va très bien. Je te le souhaite. Merci beaucoup Sébastien pour cette introduction. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise, un format de portrait chinois, version sportive qui permet de continuer à mieux te connaître.
La première D'accord. question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu? Un personnage fictif, comme ça. Bah, je sais pas, en Alsace, à un moment, on me surnommait, Speedy Gonzales, alors ouais, pourquoi pas? Parce qu'après, comme ça, Tu cours pas avec un chapeau pourtant. non, par contre, j'ai pas de chapeau, non. Mais bon, après, c'est une question, ouais, un peu délicate. On comprend assez bien pourquoi ils t'ont donné ce surnom. Ouais. Et si tu étais un animal, lequel serait-il? Oh, il y a un animal qui m'a toujours fasciné, bah, justement, qui vit en Alsace, c'est le lynx, quoi. C'est un peu un animal qui m'a toujours, D'accord, il y a fasciné, des ouais. lynx en Alsace, je savais pas. Ouais, il y en a encore quelques-uns, ouais, ouais. Ouais. D'accord. Et enfin, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui suscite une certaine forme d'admiration chez toi? Ouais, pour moi, c'est Rafael Nadal, sans hésiter. Pour sa durée, sans toujours sa hargne, enfin voilà, c'est quelqu'un que voilà. Tu penses que Roland Garros, c'est encore pour lui cette année? Oui, ouais. Ouais, j'espère aussi. Il a sorti une très très belle tenue à Monte-Carlo, là, je sais pas si tu as suivi, Oui, ça oui, fait j'ai beaucoup suivi, j'ai parler, suivi. Ouais, plutôt stylé. En tout cas, moi j'ai trouvé ça assez intéressant. En tout cas, ça a suscité pas mal de débats sur les réseaux sociaux notamment, mais ouais, ouais. ouais, Bah, ouais, c'est un bien super sûr. champion, Ouais, c'est sûr. Et pour le coup, un mental incroyable. bah, c'est ça, ouais. Merci beaucoup Sébastien. Le moment est venu de parler plus particulièrement de ta course épique, la Maxi Race. Pour présenter cette Maxi Race en quelques mots, la course se tient du côté d'Annecy, joyau de la nature célèbre pour son lac et ses montagnes. C'est une station touristique de renommée internationale et une ville où il fait bon vivre grâce à son environnement immédiat qui est très propice au sport outdoor en général et puis au trail en particulier. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que la Maxi Race se joue chaque année à guichet fermé avec plus de 7500 participants répartis sur les 10 courses proposées. Cette course de 82 km et 5000 mètres de D+, permet ainsi à ses participants de faire le tour du lac d'Annecy par les montagnes et de traverser différents massifs, Semnoz, Tournette ou encore Montverrier, qui offrent des points de vue uniques sur le lac et ses différentes facettes. Avec un départ en milieu de nuit le samedi, il est possible de vivre le lever du soleil au sommet du Semnoz, avec une vue à 360 degrés sur le lac, mais également sur le Mont Blanc, un souvenir que j'imagine volontiers inoubliable. L'édition 2014 de cette Maxi Race revêt une dimension particulière, à la fois parce qu'elle met en jeu une place pour les championnats du monde de trail prévus l'année suivante, et également car il se trouve que ces championnats du monde 2015 ont lieu sur ce même parcours de la Maxi Race. C'est donc l'occasion rêvée de se tester en conditions réelles à un an de l'événement. Voilà pour les premiers éléments de présentation de cette course à proximité du lac d'Annecy, qu'il faut bien l'admettre et c'est particulièrement approprié ici, donne l'eau à la bouche. Avant que tu ne partages avec nous le récit de ta course épique, Sébastien, l'heure est venue de te frotter à notre terrible rubrique, la question qui pique de course épique, une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. On a eu l'occasion de le dire, donc la Maxi Race, elle plante son décor autour du majestueux lac d'Annecy, sujet de notre question qui pique d'aujourd'hui. Voilà ma question pour toi, Sébastien. Chaque année depuis 2015, Serge Alexandre, un habitant de la ville, vient enfouir au mois de juillet quelque chose au fond du lac d'Annecy avant de venir le récupérer au printemps suivant. Saurais-tu me dire de quoi il s'agit ? Non, là, j'en ai absolument aucune idée. Eh bien, je vais te donner la réponse. Figure-toi que Serge Alexandre est caviste de profession et il immerge Ah, chaque année depuis 6 ans des centaines de bouteilles de vin au fond du lac d'Annecy, du blanc, du rouge. Il y en a pour tous les goûts. La raison d'une telle opération est avant tout gustative car selon lui, le lac magnifie les bons vins et la différence entre les vins immergés et ceux conservés en cave est énorme selon lui. Les bouteilles reposent ainsi pendant près d'un an au fond du lac. Au printemps de l'année suivante, le caviste les sort des eaux claires du lac et les propose aux enchères lors d'une vente dont les bénéfices sont reversés à une association caritative. Donc il fait ça aussi pour la bonne cause, c'est d'accord. plutôt sympa. Et donc voilà, il a tout prévu puisque Serge Alexandre conserve aussi en cave un exemplaire de chaque bouteille immergée afin de procéder un an plus tard à une comparaison entre les deux modes de conservation. Donc voilà, je tiens quand même à prévenir les petits malins qui nous écoutent et qui sont déjà en train de sortir leur kit de plongée sous-marine du placard pour partir à la recherche de ce précieux trésor. Ces centaines de bouteilles sont immergées par 22 mètres de fond et sont stockées dans des caisses cadenassées, donc ça risque de compliquer pas mal votre tâche si vous avez envie d'aller tenter d'aller braquer ces centaines de bouteilles de vin. Voilà Sébastien, c'en est fini de notre question qui pique et qui Ouais. picole même pour l'occasion. Le moment est venu cette fois de plonger avec toi dans ta course épique à l'occasion de ta Maxi Race 2014 et on va avoir la chance que tu nous racontes aussi les 3 éditions suivantes. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment s'est présentée à toi l'opportunité de participer à cette édition 2014 de la Maxi Race ? Est-ce que c'est une course à laquelle tu envisageais de prendre part depuis longtemps ? Oui, enfin, alors bon, j'y suis arrivé un peu, ouais, presque par hasard, j'ai envie de dire, puisque j'ai été champion de France de trail en 2013. Et de là, je savais que je serais qualifié d'office pour les championnats du monde de trail en 2015 et que la course était donc cette fameuse Maxi Race. Donc en 2014, j'ai décidé de m'y inscrire, déjà pour découvrir un peu le format, puisque j'étais encore un peu novice dans le trail. Découvrir la course, repérer le parcours, etc. Et c'est un peu comme ça que je suis arrivé à Annecy en 2014, quoi. Donc plutôt dans une logique de repérage et de montée en puissance sur de telles distances ?
Oui, c'était carrément ça, oui, parce qu'effectivement, la course était qualificative pour les championnats du monde en 2015, mais moi, j'avais pas ce stress-là, puisque j'avais déjà mon ticket pour l'équipe de France. Et ouais, comme dit, moi, je suis un peu arrivé là-bas, pas en reculons, mais vraiment en mode, c'est une découverte de la course, quoi, rien de plus. Avec le Lavaredo Ultra Trail, cette Maxi Race, elle marque aussi pour toi le passage vers des formats de course plus longs que ceux que tu avais connus jusqu'alors. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir mis en œuvre une préparation spécifique pour cette Maxi Race? Est-ce qu'il y a certains aspects sur lesquels tu as mis plus l'emphase et que tu as plus travaillé spécifiquement pour ce format-là? Oui, évidemment, j'avais travaillé les longues montées, parce que la Maxi Race, c'est 4 longues montées, hein. C'est un peu la particularité de cette course, hein. C'est 4 montées, 4 descentes, en gros. Il y a très peu de plats, mais voilà. Et puis l'endurance, hein, puisque c'est 85 bornes. De mémoire, c'est 8h45, je crois que j'avais mis Oui. pour la gagner, quelque chose comme ça. Donc ouais, c'est des formats, ça devient long, quoi. Donc j'ai fait plus d'endurance que d'habitude, plus de foncier et plus de travail de montée, quoi. Tu surfes alors sur une année 2013 très faste et un début d'année 2014 dans la même lignée, avec notamment une victoire au Trail de Besançon, au Lyon Urban Trail ou encore au Trail du Ventoux. Dans quel état d'esprit et disposition physique tu te sens à l'issue de cette phase de préparation? Bah, évidemment, je me sentais bien, oui, parce que j'avais la chance de gagner plus ou moins toutes les courses auxquelles que je participais. Mais là, on était vraiment sur un autre registre de course, quoi, hein. Le plus long que j'avais fait, c'était le Lavaredo, mais là, ça n'avait rien à voir. Je sortais du Ventoux, j'avais fait Besançon 3 semaines avant. En plus, on avait fait une énorme bagarre avec Patrick Bringer. Enfin voilà. Donc j'avais la forme, mais l'inconnu de ce format-là, quoi. Est-ce que tu es arrivé longtemps à l'avance à Annecy, ou est-ce que tu as eu l'envie ou la possibilité d'aller repérer certains segments du parcours, ou c'est pas trop dans tes habitudes? Non, c'est pas du tout dans mes habitudes. Et puis c'était une époque où je travaillais encore dans une entreprise, donc j'étais libéré où j'avais peut-être pris mon vendredi, mais ça s'arrêtait à ça, quoi. Je suis arrivé la veille, quoi, la veille de la course. Avec quelles ambitions tu te présentes sur la course? Est-ce que tu joues la gagne quand même, ou est-ce que tu viens avant tout pour vivre une grande expérience et faire au mieux sans nécessairement viser les toutes premières places? Non, non, je visais vraiment l'expérience, quoi, l'expérience de la course, quoi. J'étais là pour découvrir la course. Après, voilà, je savais que j'avais la forme, je connaissais les personnes qui étaient là, je sais que je les avais déjà battues, mais après, voilà, chaque course est différente, etc. Donc, moi, j'étais plutôt là, vraiment, véritablement Sans dans pression. l'optique ouais, sans pression, ouais. Mm. Tu viens de l'évoquer, la start list, elle est particulièrement relevée cette année-là. Est-ce qu'il y a quand même des concurrents que tu regardes plus particulièrement et dont tu te méfies un peu plus? Bon, après, ouais, bon, moi, je connaissais pas plus que ça, je découvrais encore un peu, mais bon, évidemment, il y avait le champion, pour moi, voilà, c'était le champion du monde de trail à cette époque-là. Il y Ricky avait Lightfoot, oui. Ricky Lightfoot, ou alors évidemment il y avait Xavier Thévenard qui avait gagné l'UTMB l'année d'avant, il y avait Fabien Antolinos et son expérience, Patrick Bringer aussi, pareil. En plus, c'était des gens-là qui venaient pour la qualification en équipe de France, donc forcément ils étaient là pour gagner, quoi, par rapport à moi qui c'était pas dans ce C'était plus registre-là. dans une logique d'observation, oui. Oui, voilà. Et est-ce que tu avais défini une stratégie de course particulière? Est-ce que tu t'étais déjà fait un petit schéma sur comment gérer cette course? Alors là, comme dit, oui, je m'étais parti dans l'optique de pas surveiller les concurrents, quoi. C'était vraiment faire ma propre course. C'est pour ça que je suis parti à mon rythme. Tout le monde est parti à l'avant, et je pense que c'est même ça qui m'a permis de gagner la course cette année-là, quoi. C'est d'avoir géré la course du début à la fin. Comment est-ce que ça se passe la nuit qui précède le départ? Tu t'es comment dans ce genre de circonstances d'avant-course? Est-ce que tu as un sommeil apaisé, ou au contraire plutôt chahuté? Est-ce que ton cerveau mouline, ou tu es très zen et très détendu? Bah ouais, étonnamment, enfin ouais, le fait est que j'étais là un peu comme ça, j'ai bien dormi. Bon, après il y a le départ de la Maxi Race, c'est très tôt le matin, donc ça reste quoi qu'il en soit des petites nuits, mais malgré tout, ouais, j'avais bien dormi. En plus, ouais, comme dit, j'étais arrivé la veille, donc on était encore un peu, j'avais le voyage en voiture, j'avais mon travail qui me fatiguait, donc c'était des périodes où les week-ends je dormais bien, quoi, en général. Est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes particulièrement avant de prendre le départ? Bah, pour moi, l'appréhension, c'était la distance, hein, la distance, et puis le dénivelé qui, pour moi, enfin, ça reste un dénivelé important pour moi, quoi. Ça y est, nous sommes au beau milieu de la nuit du 31 mai 2014, avec un petit départ à 3 heures du matin, si je dis pas de bêtises. Donc effectivement, très très matinal. Le Ouais. moment est venu de t'élancer sur les 85 km de cette Maxi Race. Est-ce que tu peux nous parler des premiers kilomètres de la course et puis du rythme que tu décides d'adopter en ce début de course? Oui, donc ouais, c'est ça, on part à la frontale,
des petits yeux, quoi. Mais après, bon, le départ est sympa puisqu'on traverse Annecy. Donc, bon, forcément, on part déjà un peu vite parce que voilà, c'est tout plat au bord du lac. Et après, bon, bah, dès que ça commence à monter, moi, comme dit, là, j'étais vraiment en mode, il faut faire ton truc à toi, quoi. Il faut pas se mettre dans un faux rythme, rien. Alors, je me suis tout de suite calé à mon rythme et puis j'ai pas bougé, quoi. Donc, je suis arrivé en haut du Semnoz avec 3 ou 4 minutes de retard, mais c'était pas grave, quoi. C'est comme ça que ma course, elle a démarré, en tout cas. Donc, ce que tu nous disais tout à l'heure, tu t'as franchi un petit peu du démarrage plus rapide des autres concurrents. Toi, tu as vraiment décidé d'y aller à ta main, quoi. Ouais, ah ouais, totalement, ouais. Est-ce que tu es adepte de ces sessions nocturnes ou est-ce que c'est un exercice que tu ne goûtes pas particulièrement? Est-ce que ça change des choses pour toi? Est-ce que tu gères ça de la même façon qu'une course en pleine journée? Non, c'est vrai que courir de nuit, c'est pas ce que je préfère le plus, même si maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, les frontales ont énormément évolué, mais c'est vrai que je préfère toujours, enfin, j'ai toujours un peu hâte d'être le jour, quoi. Tu arrives en haut du Semnoz, donc qui est au kilomètre 19, et tu Ouais. surplombes alors la vallée. Est-ce que tu peux nous parler du moment de grâce que tu vis et du décor qui s'offre à toi à ce moment-là? Bah, oui, c'est vrai qu'arrivé au moment du Semnoz, il y a le lever du soleil. Donc là, au Semnoz, t'as une vue juste incroyable, quoi, hein. Tu vois toute la chaîne des Alpes presque. Ouais, enfin, c'était vraiment magnifique. Je me souviens d'un ciel orangé, c'était assez incroyable. On peut imaginer que le départ est prévu exprès pour vous permettre de vivre ce moment-là, en tout cas pour ceux qui sont en tête de course, de vivre ce lever de soleil Ouais, magnifique. je pense que c'est beau pour quasiment tout le monde, hein, parce que nous, on est vraiment au début du lever de soleil, donc derrière, voilà, mais c'est vraiment quelque chose de beau là-haut. Tu nous l'as dit, tu marques la pause à ce premier ravitaillement au Semnoz et compte alors 3 minutes de retard sur la tête de course. Ton rythme, il suscite alors quelques interrogations de la part des gens qui sont présents autour de toi? Ouais, c'est vrai que ouais, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé ouais, ça va Seb et tout parce que les gens étaient surpris que j'étais loin derrière en quelque sorte et en plus au ravitaillement, j'ai vraiment pris mon temps et tout je me suis arrêté au moins ouais, presque 2 minutes à ce ravitaillement alors que d'habitude à l'avant des courses, c'est quoi? C'est une vingtaine de secondes, quelque chose comme ça. Là, les gens ouais, ils s'inquiétaient presque. J'ai dit mais non, ça va, pas de souci. Toi, tu restais serein et confiant sur ton plan de marche, enfin sur ce que tu avais décidé de tenir comme philosophie? Ouais, totalement, ouais, ouais. Après, c'est vrai que quand on m'a dit que je sais plus combien, 3 ou 4 minutes de retard, ça m'avait même surpris, je m'en souviens. Mais bon, voilà, ça m'avait pas affolé plus que ça, quoi. Tu repars de Semnoz et te lances dans une belle descente, suivie d'une montée, puis d'une nouvelle descente, puis d'un passage plat avant d'arriver à Doussard, au kilomètre 45. Là, on vient de faire un bloc de 25 km Ouais. en une phrase, mais bon, c'est beaucoup d'heures de course. Tu contrôles assez bien les écarts avec la tête de course à ce moment-là, ça a tendance à se stabiliser? Ouais, c'est ça, ouais, en fait, à partir du Semnoz, l'écart s'est arrêté, quoi. Après, c'est vrai que bon, je suis assez bon descendeur sur ce genre de circuit où c'est pas trop raide, pas trop technique, tout ça. Donc ouais, là, l'écart c'est vraiment stabilisé. Dans la deuxième montée, je crois même j'ai tout doucement commencé à revenir. Ouais, c'était ouais une partie. Tu gères ta course toujours? Ouais, c'est ça. Je cherchais même pas à revenir sur la tête de course, hein. Je continuais ma course et puis voilà, quoi. On n'en a pas parlé, mais quelles sont les conditions météo sur la course ce jour-là? Bon, il y avait un peu de tout. Il y avait parfois du soleil, mais parfois du brouillard, presque de la petite pluie. Mais après, c'était une température assez froide, quoi. C'était ouais entre 5 et 10 degrés maximum, quoi. Tu te situes alors aux environs de la 8e place et l'heure de vérité approche, à compter de ce 45e kilomètre à Doussard. Tu vas d'ailleurs annoncer à ton entourage que la course allait véritablement commencer pour toi à ce moment-là. Est-ce que tu es serein sur la fin de course qui s'annonce ou est-ce que tu es dans l'incertitude quant à la gestion de ta course et aux choix à faire pour la suite? Bah là, au milieu de course, je me sentais encore vraiment bien, quoi. J'avais pas de soucis, j'étais pas fatigué plus que ça. Et c'est vrai que dans le troisième col, je me sentais vraiment en forme. Enfin, surtout sur la première partie du troisième col, puisque il est entre guillemets roulant. Donc là, je pense que je suis vraiment bien monté et là, j'ai commencé à reprendre mes concurrents, quoi. Donc oui, c'est ça, tu décides de lancer la machine et d'accélérer le pas. Et donc tu rattrapes Xavier Thévenard et Clément Petitjean, je crois, qui sont au début du col suivant. Ouais, il y avait aussi Julien. Le premier que j'ai rattrapé, c'était Julien Chaurier, je crois. Et ouais, après, ouais, c'est ça, Clément Petitjean, Xavier Thévenard. Et après, je voyais encore deux. Enfin, à chaque fois, je voyais tous mes concurrents. Donc après, ça, forcément, là, tu rentres un peu dans ta tête, dans une autre optique de course, quoi. Tu revois la tête de course. Même si Ça a t'es un gros là. impact pour toi, ça te réengage dans une nouvelle dynamique? Bah, Le fait de c'est dire qu'ils ça, sont parce que. à portée de chaussures? Bah, c'est ça, parce que même si tu viens là pour découvrir, une fois que tu vois tous tes concurrents et que tu sais que là, c'est la tête de course, bah, ouais, dans ta tête, ça change forcément.
Tu continues donc sur ta formidable lancée après avoir dépassé notamment Xavier, Clément et Julien. Et tu rattrapes la tête de course au 50e kilomètre. Là, tu te sens pousser des ailes, tout va bien et tu planes sur la course. Bah oui, c'est vrai que quand je passe en tête de course, oui, c'est un peu, c'est proche du sommet, je crois, ou voire même dans le début de la descente, je sais plus exactement. Mais ouais, c'est un peu à ce moment-là, quoi. Donc forcément, de toute façon, quand t'as fait 50 bornes en 6, 7, 8e position et que d'un coup tu te retrouves en tête, forcément, à ce moment-là, tout va bien, j'ai envie de dire. Tu te retrouves donc leader à environ 25 km de la course. Dans quelle disposition tu es à ce moment-là? Est-ce que tu tiens absolument à faire le trou très rapidement, à continuer de marquer ton empreinte la course, ou est-ce que tu étais plutôt toujours dans une logique de gestion assez prudente et notamment de la longue descente qui te mène au dernier ravito? Ouais, bah, j'étais plutôt encore dans l'optique du coup de vite faire des écarts, et cetera, quoi. Moi, c'est bête à dire, mais à cette époque-là, j'étais encore jeune dans le trail, des Bringer, des Antolinos, tout ça, c'était des gens que j'admirais en quelque sorte. Donc pour moi, je devais pas forcément être devant eux, donc je voulais tout de suite creuser un énorme trou, et cetera, quoi. Donc j'étais descendu très très vite, je m'en souviens, jusqu'au dernier ravitaillement, quoi, pour vraiment creuser un écart. Tu t'élances ensuite donc de ce dernier ravitaillement en direction de l'ultime col de la course. Ton état d'euphorie des précédents kilomètres laisse cette fois la place à un sentiment de doute. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu redoutes à ce moment-là dans cette phase d'ascension? Ouais, c'est vrai que là, arrivé au dernier ravitaillement, là, ouais, je sais plus combien, mais je crois que t'as 71 kilomètres dans les jambes, quelque chose comme ça. Et il y a encore ce dernier col qui est quasiment le plus dur, hein, donc, parce que tu fais quasiment presque un KV, pas tout à fait, mais presque un KV en tout cas. Donc, là, je commençais à être vraiment fatigué, donc j'ai eu des doutes parce que les gens me disaient, ouais, c'est bon, Seb, il va gagner, il y a de ça 20 bornes, il était 8e, maintenant il est en tête. J'avais déjà un peu d'avance en plus. Et moi, là, j'étais fatigué, quoi, hein. Pour moi, c'est des formats que j'avais pas l'habitude de faire. Et là, je tombe sur mon ancien manager, Olivier Guy, qui là, il me dit, allez, Seb et tout, c'est pour tout le monde pareil. Il avait vraiment trouvé les mots en quelques secondes, là, pour me remotiver. Et cette montée, je l'ai fait au mental, quoi, tout simplement. Et tu vas avoir finalement une appréciation assez biaisée et plutôt pessimiste finalement de ton rythme dans cette ultime montée, puisque toi, dans ta tête, tu dis que tu marches et que c'est pas forcément un rythme normal. Est-ce que ça peut s'expliquer au fait que tu aies finalement assez peu de repères sur ces formats à ce niveau-là de kilométrage dans une course? Bah oui, c'est totalement ça, parce que 2-3 ans avant, je faisais encore des courses sur route ou des choses comme ça, ou même des formats plus courts, ou marcher, admettons, pendant une course, c'était quelque chose qui ne se faisait pas, quoi. C'était pas possible. Et donc pour moi, dès l'instant où je marchais, c'était que ça n'allait pas. Et je m'imaginais en train de marcher et je m'imaginais mes concurrents en train de courir. Donc dans ma tête, c'était un peu la catastrophe. Tu arrives finalement en haut du Mont Baron. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as une idée de l'écart que tu as creusé sur tes poursuivants, ou est-ce que tu es un peu à l'aveugle sur l'avance que tu pourrais avoir sur eux? Non, j'étais à l'aveugle. Après, je me souviens juste d'un photographe qui avait une bonne visibilité, apparemment, il m'avait dit. Sur la Il avait très bons yeux. C'est bien pour ouais, quand on est photographe, c'est pratique. sur l'arrière voilà, qu'il avait encore vu personne. Je me souviens plus des écarts, mais ouais, bon, je savais que s'il restait plus que de la descente, ça devait être plus ou moins bon. Et puis malgré tout, j'avais plus beaucoup de force musculairement, mais arrivé au sommet, je pouvais encore relancer, quoi. Je pouvais courir. C'était vraiment en montée que j'arrivais plus trop à envoyer. Mais en descente, j'étais encore bien. Donc là, je savais que c'était quand même plutôt pas mal. Puis quand tu commences à entendre le speaker et compagnie, après, il y a plus grand chose qui t'arrête quand t'es en tête d'une course. À part peut-être la crainte de se faire une cheville de façon inattendue dans Ouais, les ça mètres, va mais sinon. encore. Ouais. Et justement, comment se passe cette dernière descente et les 7 km qui te séparent de l'arrivée? Bah, au début, j'étais un peu surpris parce que la dernière descente, c'est le kilomètre vertical de la Maxi Race. Donc, quand tu as presque 80 kilomètres dans les jambes et que tu fais le début de cette descente dans des grosses pierres et très raides, autant dire que tes jambes, tes quadriceps sont pas très contents. Mais après, ça va beaucoup mieux. T'es dans des petits singles, c'est assez sympa. Et puis après, tu commences à voir le lac, tu commences à voir Annecy. Comme dit, tu vois l'arrivée un peu. Donc après, c'est En roue libre, vraiment. tu voles. Ouais, voilà, en quelque sorte, tu voles. Ouais, c'est clair. Autant qu'on puisse voler après avoir 85 km dans C'est les ça. pattes. Ouais.
Tu conclus cette maxi race après 8h45 et 26 secondes de course, pour être précis, à une magistrale première place, et ce d'autant plus que le plateau était particulièrement relevé cette année-là, on l'a dit. Qu'est-ce que tu ressens au moment de franchir la ligne d'arrivée? Un peu comme à chaque course en 2013-2014. Pour moi, j'étais le petit Alsacien d'un petit village perdu en Alsace qui s'entraînait comme ça, et d'un coup, je me retrouve à gagner des courses comme le Ventoux, la 6000D, et puis là, la Maxi Race. Donc, ça me faisait bizarre en quelque sorte. Qu'est-ce que je fais là? Ouais, presque ça, totalement. Ouais. Dans quel état de fatigue tu es à l'issue de la course? T'aurais pas pu faire 100 mètres de plus, ou t'en avais encore un tout petit peu sous le pied? T'as bien encaissé? C'est toujours pareil. Quand tu arrives dans Annecy, tu as l'impression que tu es en super forme, quoi. C'est un peu pareil à chaque arrivée. C'est rare une arrivée où tu te dis là, je suis vraiment. Enfin, je sais pas, quand tu arrives vraiment en tête avec de l'avance, en général, t'as toujours l'impression que tu pourrais continuer. Mais après, bon, je pense que si on disait vraiment qu'il y a un col en plus, tu serais quand même vite calmé. Est-ce que c'est quand même une surprise pour toi de performer aussi bien, notamment tout ce que tu évoquais de toi, tu t'attendais pas de toute façon au petit Alsacien à performer sur un tel format de course, une course aussi emblématique, compte tenu de tes ambitions qui étaient assez modérées? Est-ce que c'est aussi une surprise de réussir à gagner une première place alors que toi tu venais plutôt pour observer? Bah oui, c'était totalement une surprise. En plus, c'était une année, comme dit, je variais vachement. J'avais commencé par des cross-country. Après, c'est ça, j'étais devenu champion d'Alsace de cross cette année-là. Après, j'ai fait le Mont Ventoux, donc c'est un format totalement différent. Je crois que j'ai fait le Lyon Urban Trail, donc un trail urbain en ville. Et là, je me retrouve à Annecy à faire 85 bornes. Donc ouais, c'était toujours étonnant pour moi de pouvoir varier comme ça et de gagner sur des formats tellement différents, quoi. Qu'est-ce que cette course, elle t'a appris sur toi? Est-ce qu'elle a changé des choses dans peut-être ta confiance, tes capacités, ta gestion? Enfin, est-ce qu'elle a eu un impact particulier sur toi? Bon, disons un peu comme chaque course, mais évidemment, les grosses courses, ça t'apprend plus de choses, principalement sur la gestion de l'alimentation et de l'hydratation, parce que c'est vraiment là c'est vraiment important sur ce type de format, et puis même un petit peu effectivement sur la gestion, comme c'est un peu sur la Maxi Race 2014 que j'ai appris que effectivement marcher c'est pas forcément une catastrophe, quoi. Est-ce que tu tires aussi des enseignements de cette édition en vue des championnats du monde qui sont prévus l'année suivante en 2015, ou est-ce que c'est beaucoup trop lointain pour déjà en tirer des enseignements et t'en servir pour l'année d'après et l'échéance qui t'attend? Oui, c'est forcément, tu repères la course, tu vois un peu, c'est forcément un plus, quoi. Mais après, bon, ça n'a pas forcément été très payant en 2015, mais c'est toujours bien de connaître la course. Ouais. Est-ce que c'est une question que je me pose? Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a un impact psychologique sur les autres coureurs, le fait que tu te retrouves face à eux l'année suivante, et on aura l'occasion d'en parler? Est-ce qu'il y a quand même cette espèce de prise de position, le fait d'avoir gagné, d'avoir été devant eux l'année précédente? Est-ce que ça te met en position, tu penses, un peu plus favorable psychologiquement, ou ça change rien et chaque course est différente, le contexte est différent et finalement il n'y a pas tellement d'impact psychologique sur le fait que tu aies été titré cette année-là? Ouais, c'est difficile, hein. Je pense qu'il y a plusieurs points de vue. Effectivement, je pense qu'aux yeux de tes concurrents, t'es quand même le vainqueur de la Maxi Race, mais après, d'un autre côté, je pense que t'as peut-être aussi une pression supplémentaire. Je sais pas. C'est une question difficile je pense qu'il y aurait plusieurs points de vue là-dessus, quoi. Ça peut être un avantage comme un inconvénient, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement de cette Maxi Race 2014? Pour moi, ça n'a presque rien à voir avec la course, mais c'était un peu la découverte d'Annecy. C'est une ville que je connaissais pas, tout ça. C'est quand même une très belle ville là-bas, donc. En plus, quand tu sais qu'il y a du vin qui est stocké au fond du lac, ça donne encore plus envie d'y revenir. Un Alsacien quand même. C'est sûr. Et a posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur la course? C'est les enchaînements, en fait, parce que si tu prends les cols en un par un, c'est pas, même pour moi qui n'est pas un montagnard, c'est pas si compliqué que ça. Mais les enchaîner, les quatre, parce qu'à chaque fois, c'est vraiment long, autant en montée qu'en descente, quoi. Donc, à chaque fois que tu arrives de nouveau au pied de la bosse, tu dis, wow, il y a de nouveau 1200 ou 1500 mètres de dénivelé, là, d'un coup. Et ça, c'est vraiment difficile, quoi. Le premier col, forcément, ça passe tout seul. Le deuxième, ça va. Le troisième, ça commence vraiment à être compliqué. Et le quatrième, ça devient une horreur. Et ça, c'est le plus dur, je trouve. C'en est fini de cette Maxi Race 2014. Tu rempiles l'année suivante à l'occasion des championnats du monde.
Dès le 2e kilomètre de la course, il semble que les conditions de réussite ne soient pas tout à fait réunies cette année-là. Oui, c'est vrai que c'était une édition où, je sais pas, il y avait quelqu'un qui, je sais pas si Dieu existe, mais en tout cas, il avait décidé que je devais Un pas gagner. chaman qui t'avait implanté des aiguilles dans Ouais, une voilà. poupée, Sébastien Speller, c'est ça? Ah ouais, totalement. Cette année-là, ils avaient dit, bah tiens, toi aujourd'hui, tu vas galérer. Ouais. Qui a fait ça? Qu'il se dénonce tout de suite. Donc oui, très tôt, tu connais notamment Enfin, il t'arrive une chose qui est assez inhabituelle pour toi, c'est que tu te tords la cheville dès le tout début de la course? Ouais, c'est ça, ouais, je me tords la cheville et assez correctement en plus, hein. Je me souviens, parce qu'à la Maxi Race, le téléphone portable est obligatoire dans le matériel. J'avais encore appelé des gens de ma famille et tout. Je leur ai dit, je sais pas si je pouvais continuer parce que je boitais et tout pendant quelques bornes. Je me suis fait la cheville et tout. J'avais demandé, parce que du coup, c'est les championnats du monde. Alors, il y avait le staff de l'équipe de France. Il a dit, ouais, il faudrait me strapper la cheville et tout, parce que là, j'arrive à peine à courir et tout. Et après, quelques kilomètres après, en fin de compte, c'est quand même revenu, mais c'est vrai que déjà, rien que là, c'était déjà un petit peu dur. Ça m'a déjà mis un coup, quoi. Malgré ce début de course délicat, la forme revient progressivement et tu occupes les avant-postes jusqu'à un nouveau coup du sort un peu plus loin lors de la montée du 3e col de la course. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ouais, à ce moment-là, je sais pas pourquoi, d'un coup, je me rends compte que je suis un peu trempé comme ça. Et là, je me rends compte, waouh, mon bidon, en plus, j'avais pris que un bidon, mais c'était un grand bidon, mais bref, en tout cas, il restait plus d'eau dedans, quoi. Ou alors juste deux. Sans que tu te rendes compte qu'il s'était vidé, c'est ça? Ouais, je sais pas, sans que je m'en rende vraiment compte, quoi. Hein. En plus, en montée, alors en montée, tu peux pas dire, ouais, ton sac il bouge beaucoup ou quoi que ce soit, quoi. Donc ouais, je me suis pas rendu compte et là, je me retrouve et franchement, je trouve que c'était vraiment l'endroit le pire de la course où tu devais te retrouver sans eau, quoi, parce qu'il y avait pas de point d'eau, il y avait rien du tout. Et en plus, c'est un endroit super difficile de la course. Et ouais, donc là, je me suis retrouvé pour la première fois véritablement ce qu'on peut dire déshydraté, quoi. Et donc malgré tout, tu arrives à rallier un point d'eau un peu plus tard, mais le mal était fait. En gros, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Tu étais déjà trop en difficulté. C'est ça, ouais, c'est un peu la leçon que je peux en tirer de cette course-là, c'est que ouais, là, le mal était fait et je pouvais faire ce que je voulais. Je suis arrivé au point d'eau, j'ai dû boire 1 litre d'un coup, quoi. J'ai re-rempli mon bidon, tout ça, mais C'était irréversible déjà. Ouais, c'était trop tard en fait, quand mon corps il avait dérivé en quelque sorte. Donc là, tu prends la décision d'abandonner. Tu dis que tu peux plus aller plus loin et au dernier ravito, tu rends les armes, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'arrive au dernier ravito, je sais pas comment d'ailleurs. Après, bon, c'était en France, championnat du monde, alors il y avait beaucoup de monde, je repars du ravito malgré tout, mais là je fais encore 1 kilomètre en slalomant à moitié, franchement, j'étais vraiment pas bien. Et je fais encore 1 kilomètre ou 2 et après c'est vrai que là j'avais arrêté parce que c'était plus possible. Je sais pas comment je serais arrivé en haut. Sinon. Sur le chemin du retour, tu apprends alors une terrible et très douloureuse nouvelle concernant ta grand-mère qui était venue t'encourager sur la course. Ouais, c'est ça. C'est ma grand-mère était venue m'encourager en plus de ça et ouais, entre là où mon père il m'a récupéré et puis ma chambre d'hôtel en voiture, on me téléphone et puis là on me dit qu'en plus ma grand-mère elle est décédée, donc c'était vraiment la journée pas terrible. Elle a eu un problème cardiaque, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle a fait un arrêt cardiaque sur la course. Bon, elle était fragile du cœur, on le savait tous, mais bon, alors voilà, quoi. C'est arrivé ce jour-là, quoi. Et tu peux compter, enfin, t'es entouré à ce moment-là, donc t'as tes proches, tu viens de parler de ton père qui est à côté de Ouais, toi dans ce moment-là. ouais, c'est ça. J'avais mon père, j'avais ma copine, tout ça, mais après, voilà, c'est quand même un moment difficile, quoi. Oui, parce Mais qu'elle était très proche de toi depuis ta plus tendre c'est ça, enfance. c'est Elle t'a ça, offert ouais. ton premier chien, je pense avoir lu ça à l'âge de 6 ans, Ouais, c'est ouais, c'est possible? ça aussi. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Donc on tourne la page de cette édition 2015 maudite pour plein de raisons et tu décides de réitérer l'année suivante et de prendre à nouveau le départ de la Maxi Race. Est-ce que tu penses alors que tu as suffisamment encaissé les épreuves que tu as rencontrées l'année précédente? Bah, en fait, c'était un peu l'idée, c'est que je voulais absolument que cette je sentais qu'il fallait que je tourne cette page de Maxi Race, que je pouvais pas rester sur cette édition 2015. Donc j'ai décidé de retourner en 2016, mais ouais, malheureusement, je pensais que j'avais tourné en quelque sorte la page, mais une fois arrivé à Annecy, je me suis rendu compte que pas du tout, donc ça s'est pas du tout passé comme je voulais, quoi, cette édition 2016. Tu dors quasiment pas les quelques heures avant le départ, c'est impossible de trouver le sommeil. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai même pas dormi du tout. Je m'en souviens encore très bien. Je voyais mon portable. Au milieu de la nuit, je dis bon ben voilà, dans 1 heure, tu dois être sur le départ de la course. T'as toujours pas dormi. Enfin, c'était assez. Ça Ouais, partait mal. ça partait très mal, oui. Je suis arrivé sur la ligne de départ. J'en avais ma tête de fatigue déjà.
Donc quand t'as ça en général, et pour une course comme la Maxi Race, c'est pas bon, quoi. Tu vis donc cette course un peu à côté de tes chaussures et t'es jamais réellement dans le coup et tu jettes l'éponge au kilomètre 68 à Menton-Saint-Bernard. Qu'est-ce qui a fini de te convaincre que tu pouvais plus continuer? Bah, sincèrement, ce jour-là, j'étais vraiment épuisé, quoi. Épuisé, sans envie. Enfin, c'était vraiment, ouais, ça servait à rien ce que je faisais en fait quand. C'était, ouais, le mot plaisir, il n'existait pas. Enfin, voilà quoi. Autant je suis pas du tout dans l'optique d'abandonner une course ou quoi que ce soit, mais là, ce jour-là, ça servait vraiment à rien, quoi. Il y avait aucun Ça n'a pas plaisir. été particulièrement douloureux d'abandonner? Enfin, c'était la fatalité et Non, tu as franchement, accepté? sincèrement, c'est même la première et la seule fois où j'étais content de me dire, bah voilà, on arrête et puis on rentre, quoi. Parce que là, j'avais rien à faire. En quelque sorte, j'avais même rien à faire là, quoi. Tu renoues à nouveau avec la Maxi Race l'année suivante, en 2017. Est-ce que c'est pour vaincre la malédiction des 2 précédentes éditions et renouer avec la victoire, ou c'est simplement parce que c'est aussi une course que tu aimes intrinsèquement et pour laquelle tu as un fort attachement? Qu'est-ce qui te guide chaque année en fait et te fait revenir à la Maxi Race? Ah non, non, c'est vraiment pour vaincre cette chose-là, hein. Si j'avais pas réussi en 2017, je serais revenu en 2018, etc., quoi. Il fallait vraiment que je tourne la page sur cette Maxi Race. Ça m'avait vraiment marqué ce 2015. Ça m'avait ouais, Il vraiment fallait clore le marqué. chapitre. Ouais, complètement. Est-ce que tu te sens particulièrement affûté pour cette nouvelle édition ou est-ce que tu as encore une certaine forme de doute et de crainte par rapport à ce que tu avais vécu l'année précédente? Est-ce que ça plane encore au-dessus de toi ou tu es beaucoup plus Non, serein? là, je pense que même mon entraîneur et mon entourage avaient compris que cette Maxi Race là, il fallait que je passe dessus. Donc là, j'avais vraiment mis toutes les chances de mon côté, quoi. Justement, pour une des premières fois, j'étais parti 15 jours dans les Alpes et tout, m'entraîner. J'avais fait énormément de volume, enfin tout, quoi. Je m'étais entraîné en altitude. Enfin là, je me sentais vraiment prêt, quoi. Et puis même, j'avais même peur enfin, je m'étais même préparé à ce qui m'arrive un peu le même coup qu'en 2016, mentalement, tout ça. Donc, j'étais préparé mentalement à ça, quoi, par rapport à 2016 où je suis arrivé un peu les mains dans les poches. Là, j'étais vraiment préparé au pire et du coup, ça s'est très bien passé, quoi. Oui, ça a été payant puisque tu vis une course assez idéale et tu maîtrises pleinement ton sujet en t'emparant de la tête de course dès le 5e kilomètre. C'est une position que tu as tenue très très longtemps. Tu t'es quand même fait un petit coup de chaud malgré tout et tu as connu une grosse hypo, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. C'est vrai que je passe en tête enfin, j'étais en tête dès le début, mais au kilomètre 5, ouais, véritablement, en quelque sorte, je m'échappe, quoi. Je me retrouve seul en tête et là, je fais toute ma course en tête avec même un écart assez conséquent parce que j'avais, je crois, 14 minutes d'avance. Et il y a toujours ce fameux troisième col, hein, qui me cause souci. En fait, la deuxième partie même du troisième col, je dirais, qui est très raide et où moi, dans les parties raides, j'ai du mal. Et ça, après beaucoup de kilomètres, donc musculairement, j'ai du mal. Enfin voilà. Et là, ouais, ça m'a à nouveau un peu épuisé. Et mais bon, j'ai quand même réussi à franchir le col, on va dire. Et après, dans la descente, je me suis, comme j'ai perdu du temps, je me suis de nouveau un peu retrouvé sans alimentation et tout ça. Donc j'ai refait une petite hypo, mais c'était pas non plus. J'ai quand même réussi, voilà. J'ai malgré tout perdu 14 minutes, hein, parce que j'arrive au dernier ravitaillement. Et quand je repars, bah, il y a tout pile Michel Lannes, qui était le deuxième à ce moment-là, qui arrive au ravitaillement. Donc là, j'avais quand même une bonne frayeur, mais bon, ça s'est quand même bien Oui, passé tu avais par repris après. quasiment 14 minutes en Ouais, il m'avait, quelques ouais. kilomètres. Ah oui, oui, parce que oui, j'ai marché pendant 2 kilomètres, quoi, et marché en rythme hippo, quoi, hein. Donc, Ça, c'est une autant. source de pression positive pour toi d'avoir Michel sur tes traces et de le sentir aussi près. Est-ce que ça te rebooste ou est-ce qu'au contraire, ça te fige et ça t'inquiète vachement et t'as du mal à relancer derrière? Euh, Bah, j'ai pu super bien. En fait, je suis arrivé au ravitaillement et là, j'ai énormément mangé, énormément bu et c'était pas comme en 2015 où c'était fini, quoi, où c'était fini pour moi. Là, c'était vraiment une hypo, donc je me suis bien alimenté, bien hydraté et c'est revenu. Et après, mais après, c'est sûr que quand Michel Lannes arrive, je le vois et enfin, il y a quand même ce côté psychologique, même pour Michel, je pense, où tu te dis, bah voilà, maintenant le Seb, il est là, c'est bon. Je lui ai repris 14 minutes, il me reste 30 secondes à prendre, ça sera pas grand-chose, quoi. Sauf qu'il n'a pas réussi, Michel, avec toute Bah, l'amitié qu'on lui après, porte. on en a parlé ensemble, en fait, et c'est marrant parce que du coup, le fait est qu'il m'ait vu, c'est lui qui a commis une erreur, en fait, où lui, il s'est dépêché sur ce ravitaillement
pour justement pouvoir me rattraper rapidement. Et en fin de compte, c'est lui qui a fait une erreur. Il s'est pas assez alimenté. Et là, c'est lui qui a fait une petite hypo, du coup. Résultat des courses, tu remportes cette édition 2017 de la Maxi Race avec 9 minutes d'avance sur Michel. Qu'est-ce que t'a procuré le fait de renouer avec la victoire ? Comme dit, pour moi, là, c'était un peu, tourner la page, quoi, clore le chapitre, quoi, dire. C'est un peu bête à dire, mais c'est un peu comme si, aux yeux de ma grand-mère, j'avais quand même gagné, quoi. C'était important pour toi d'aller jusqu'au bout et de renouer avec la victoire. Ouais. Et puis, il y avait un peu de tout. En fait, depuis cette Maxi Race 2015, tous les formats de 70-80 bornes, j'y arrivais plus à les passer. C'est comme si j'avais une barrière psychologique, je sais pas, mais j'arrivais plus, quoi. Et à partir de cette Maxi Race 2017, c'était comme si, tu vois, maintenant tu y arrives de nouveau, quoi. Et je sais pas si ça a été un déclencheur, mais bon, depuis, je suis on me considère comme un des meilleurs sur les formats 80 bornes, comme quoi il y a quand même eu un truc avec cette Maxi Race 2017. Est-ce que tu prévois d'écrire de nouveaux chapitres sur cette Maxi Race ou pour toi, là, tu as fait ce qu'il fallait et l'histoire s'est conclue ? Non, je pense que j'y retournerai, mais maintenant il y a aussi le format 120, ça pourrait être aussi un objectif pour moi. Voilà, c'est à voir quand, quoi. Je sais que pour cette année, j'ai même hésité à la reprogrammer cette année, mais bon, avec le contexte actuel, c'est un peu délicat, mais c'est quasiment certain que je referai la Maxi Race, après juste voir quel format, quoi. Merci beaucoup Sébastien pour ce récit passionnant et ces performances absolument remarquables et très fortes en émotion à l'occasion de ces 4 Maxi Race. On va parler maintenant un peu de ton avenir. Est-ce que tu as un calendrier de course qui est établi pour 2021, même si on sait que c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir avoir des perspectives ? Est-ce qu'il y a encore des rendez-vous qui sont hypothétiquement cochés dans ton calendrier et des objectifs qui te guident pour cette année ? Oui, alors bon, c'est vrai que cette année, c'est très, très particulier, puisque normalement, j'aurais dû partir aux USA, là, pour un road trip de 3 mois début mai, terminé par la Western States, mais bon, du coup, pour cette année, c'est mort. Alors après, je m'étais engagé sur les championnats de France de 100 km sur route, je voulais faire presque autre chose, mais j'ai appris il y a 2 jours que c'était annulé. Oui. Donc là, je sais même pas. En fait, je vais même rester sur une optique de course un peu roulante, parce que j'aimerais faire l'Ultra Vasan en Suède. Donc c'est 90 bornes avec seulement 900 mètres de dénivelé. Donc voilà. Je peux partir pour toi, ça. Oui, voilà. Et c'est pour ça, je pense, je vais même faire. Je vais voir si ça a lieu, bien sûr, mais pourquoi pas l'Eco-Trail de Paris, peut-être début juillet. Et après, la deuxième partie d'année, ce sera à nouveau les Templiers et normalement l'Ultra Cape Town en Afrique du Sud. Est-ce que tu envisages de refaire des offs ? J'avais eu l'occasion de changer avec Camille Brouillat sur la Grande Traversée. Est-ce que c'est un format, une expérience qui t'a plu et que tu pourrais être amené à réitérer ? Ou est-ce que tu es plus à l'aise dans un contexte de compétition plus officiel ? Ou est-ce que tu as envie de faire les deux ? Non, après, j'avoue que si les compétitions reprennent, je suis plus un peu être dans les compétitions. Le off, c'était vraiment, ce qu'on a fait, la Grande Traversée, c'était vraiment extraordinaire, hein. Une aventure. Ouais, ça avait l'air incroyable. Ouais, c'était vraiment incroyable ce qu'on a fait. Mais après, voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, je me vois plus sur des compétitions. Parce que là, ou en tout cas, un off tout seul, franchement, j'en vois pas trop l'intérêt. Enfin, pour ma part, hein. À plus long terme, est-ce qu'il y a une course ou un défi sportif ultime et qui te fait particulièrement envie et que tu auras envie un jour d'accomplir et de réaliser dans ta vie ? Ou est-ce que tu penses que même si tu ne sais pas exactement ce que c'est, que tu laisses la place à un espèce de dépassement absolu à un moment dans ta vie ? Ouais, je sais pas, c'est difficile à dire, mais il y en a plein en fait. Contre la Western States, ça m'a toujours fait rêver. Même ça n'a aucun rapport, mais le marathon du pôle Nord aussi, des courses un peu dans ce genre. Ou même, pourquoi pas, même si on dirait pas que c'est fait pour moi, mais maintenant j'ai perdu le nom. Ah, le Tour des Géants, même une course comme ça, ou la Diagonale des Fous. Enfin, Autre format, ouais. Oui, enfin voilà, mais c'est plus presque tu n'exclus rien en tout cas. Tout est dans le dépassement de soi que mode compétition, mais voilà quoi, pourquoi pas. Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, c'est-à-dire la devise qui te motive ou qui t'inspire dans la vie. Est-ce que tu auras un motto à partager avec nous ? Après moi je suis pas un grand philosophe, mais pour moi c'est plutôt simplement faire de ses rêves une réalité, quoi, quelque chose dans ce genre-là. Très bien, c'est une belle façon d'envisager la course et de se construire des beaux projets et de leur donner vie. Sébastien, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre avec toi et dans tes pas ces 4 courses épiques qui ont chacune marqué à leur façon ta carrière sportive et même plus personnelle, on l'a entendu.
Bravo à toi encore évidemment pour ces éblouissantes performances et puis merci encore. C'était vraiment un immense plaisir de pouvoir échanger avec toi. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures et puis aussi beaucoup de succès évidemment pour tes courses et tes défis à venir. Je suis sûr qu'ils seront très nombreux. Merci Sébastien, à très bientôt. Non, merci à vous, c'était super sympa. Plaisir partagé. Salut Sébastien. Salut. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.